Bonjour, je suis Mohamed Samani. Je vais vous accompagner ici toujours dans une sortie sur Touama et Tourir, si vous voulez, au sud-est de Marrakech, sur le versant nord du Haut Atlas. Et avant tout, je dois remercier tous les gens qui m'ont encouragé à produire plus de vidéos dans ce sens. Et je dois leur dire aussi merci et tenez-vous. On va faire d'autres choses, Inch'Allah, beaucoup mieux. Bon, et je dois remercier mes collègues et enseignants qui nous ont accompagnés ici sur le terrain depuis des années, bien sûr, et qui nous ont aussi guidés carrément les premiers jours. Donc là, je dois remercier ici M. Azaoui Kherdin qui a travaillé sur la cuvette Touama, bien sûr. Je dois remercier aussi Monsieur Abdullah El-Ghouti, Monsieur Chebani Boumdiane et Monsieur Ahmed El-Ghouti qui a bien sûr qui mène toujours une équipe de recherche sur le terrain, sur la région. Et je dois remercier Madame Fatiha et d'autres étudiants et enseignants qui nous ont accompagnés sur le terrain. L'objectif de ce travail, en fait, c'est uniquement pour vulgariser un petit peu la géologie parce on voit carrément qu'il y a un manque dans ce sens et on aimerait bien que les gens sachent vraiment qu'est-ce que la géologie et bien sûr il y a le géotourisme, bien sûr qui est en développement maintenant dans le monde et on manque beaucoup dans ce domaine, bien sûr, de beaucoup de choses, bien sûr. Et aussi la formation et la sensibilisation de la population dans ce sens. Bon, bien sûr, ici, ce n'est pas un travail de recherche, loin de ça. La recherche, c'est autre chose, bien sûr, c'est beaucoup de précision, beaucoup de choses très précises, très pointues. Mais là, c'est un support, si on peut dire, c'est un support pédagogique pour les étudiants qui font de la recherche géologique. On ne peut pas résumer, bien sûr, la journée, toute la journée, bien sûr, que l'on fait sur le terrain en 30 minutes. C'est pas possible. Bien sûr, on parle de beaucoup de choses, on essaie d'être beaucoup plus précis, etc. Donc là, c'est un support pédagogique, pas plus, pas moins, et un langage, si on peut dire, qui prépare, si on peut dire, un petit peu une vision de géotourisme. Voilà, c'est exactement dans ce sens que l'on fait ça. Enfin, du fait que je suis sur la route et on a pratiquement rétabli la route par des basaltes. Donc il n'y a pas mieux parce qu'elles sont abondantes dans la région. Et on voit un petit peu un certain nombre de faciès de basalte. Voici un faciès qui est très dur. Donc un faciès microlithique, regardez, très dur. Bah, il a quand même l'aspect d'une roche très dure. Et il y a d'autres faciès qui sont beaucoup plus, regardez, ils subissent une altération très facile d'esquamation, regardez. Ça part pratiquement en pellicule. Tout autour, tout autour de la roche, on voit la pellicule quand même qui partent comme un oignon, quoi. Donc il y a plusieurs faciès de basalte. Bien sûr, il y a d'autres types qui ressemblent beaucoup à celui que l'on a. Et il y a d'autres types qui partent pratiquement, regardez, la route n'est pas très ancienne et pourtant, c'est sur quelques années, on a déjà l'altération du basalte qui part en, en pièces, quoi. Regardez, ça part carrément en pièces, en pellicule. La route n'est pas très ancienne. Bon, je me souviens, c'est peut-être 8 ans, même pas 10 ans. Ici, c'est des basaltes avec des agates à l'intérieur. Voilà, une agate à l'intérieur. Là, ici, là.
Là, là bien sûr, petite agate là, avec une couleur très rouge. Est-ce que je l'ai vu? Voilà, vraiment rouge. Dans les basaltes, on peut trouver des améthystes, bien sûr. Et là, c'est une améthyste de Siderhal, donc c'est le même basalte, carrément, c'est la continuité du même basalte, vers l'est. Et là, c'est une améthyste que j'ai taillée moi-même par mes propres moyens, voilà. Donc ça, c'est une beauté quand même. C'est-à-dire que les basaltes peuvent être riches, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a de la richesse et il y a de l'argent. Il faut dire les choses comme ça. Il y a de l'argent dans ces basaltes, bien sûr. Voilà. Bon, les mines de Cederhal produisent toujours de très belles améthystes. Ici, ce sont des géodes d'améthystes de Cederhal. Donc, il suffit de faire une recherche sur Internet, l'améthyste Cederhal, pour voir qu'il y a une quantité extraordinaire d'améthystes produites dans les basaltes, bien sûr, dans certains niveaux du basalte, bien sûr, à Cederhal et ailleurs, bien sûr. En regardant ici la photo ici de Tafilalt, vous voyez que les basaltes entourent entièrement la cuvette et font un dénominateur commun à toutes les autres cuvettes, bien sûr. Donc c'est pourquoi on va commencer par voir l'intérêt de ces basaltes dans la stratigraphie, bien sûr. Les basaltes sont datés du fin Trias et début Lias. Donc là, j'ai donné déjà 200 millions d'années comme date approximative. Elle s'installe bien sûr sur les Trias, sur les siltes évaporitiques du Trias, et ça va être, ça aura beaucoup de conséquences. Le Jurassique va s'installer par le Lias, c'est le Jurassique inférieur, à travers une transgression marine qui va venir du nord-est du Maroc, bien sûr. Le Dogar va correspondre à un retrait de la mer Tétis et l'installation de terrains continentaux essentiellement rouges qui vont constituer la marge sud-ouest de la mer Tétis qui se trouve vers le nord-est. Remarquez ici qu'on n'aura pas le Jurassique supérieur et le Maroc, ou au moins la région, sera soumise à une érosion pendant cette étape. Pendant l'Apto-Albien, il y a déjà ouverture de l'océan Atlantique et la transgression de l'Apto-Albien va venir plutôt de l'ouest du Maroc. La mer va se retirer encore une fois au cours de l'infracénomanien, Salmonien inférieur, et va faire essentiellement des sédiments continentaux. Donc là, c'est le serment turonien qui va s'installer par une grande transgression connue sur toute la façade atlantique marocaine et bien beaucoup plus épaisse et puissante que l'apto-albien. Voilà, on se demande pourquoi on aura besoin de tout ça. Mais bien sûr, parce que pour expliquer la discordance angulaire de l'autre jour que l'on avait vue et que vous pouvez voir ici, il faut avoir une idée sur le terrain sous-jacent et comment ils vont se comporter pour créer cette discordance angulaire. Bon, beaucoup de choses laissent à penser que la présence de sel et d'évaporite dans les cils triasiques de la formation 6 serait peut-être à l'origine de plis locaux et qui seraient à l'origine de cette discordance angulaire locale, bien sûr. Si l'on essaie de voir cet exemple ici, il est bien clair que les diapyres vont se situer dans les anticlinaux. Parce que là, on voit très bien deux grandes cuvettes, l'une à droite, l'autre à gauche, même avec les doubles ici. Et voici les basaltes ici qui vont bien sûr faire apparaître les siltes sous-jacents
Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ce sont l'installation d'une multitude de salines. Donc tout ça, c'est bien réel et c'est une preuve que dans les anticlinaux, il y aura certainement des diapyres de sel. Voilà. La surrection de ces couches sous l'effet des diapyres va les soumettre directement à l'érosion. On va faire une coupe selon la coupe montrée sur la photo dans la partie orientale du bassin et surtout dans le Sénonien. Je me trouve ici sur le Lias, le long de la route de l'Khmis vers les douars au fond de la vallée, au fond de la cuvette. Et là, tout ce que je peux voir ici, regardez, de part et d'autre de cette barre assez bien perturbée, bien sûr. Il y a pratiquement un pli. Et tout ce que l'on peut voir d'ici jusqu'au Maastrichtien, tout ce que l'on peut voir d'ici où je suis jusqu'au Maastrichtien, c'est-à-dire la barre carrément, la ligne de crête en haut, c'est du sénonien. C'est du sénonien. Regardez, c'est l'espace que ça peut contenir, bien sûr, depuis le Lias, passant par toutes les formations, tous les faciès qui vont apparaître, jusqu'au Maastrichtien que l'on va voir au sommet. Voilà. Si l'on veut faire une petite représentation, voici le Lias ici presque vertical. Et on passe ici par un niveau silteux. Et on voit arriver ici, ça c'est la base du Sénonien. Nous sommes bien à la base du Sénonien, à ce niveau, bien sûr. Donc là, on voit arriver des grès de plus en plus massifs, de plus en plus épais. Et ça finit par devenir massif vers le haut. Bon, là. Grand litage oblique en cuillère, moi je dis toujours en cuillère. Voilà, avec. Je pense qu'ils sont beaucoup plus visibles les signes à ce niveau. Voilà. Bon, ça reste quand même relativement horizontal. Bon, on va dire quand même que ça reste horizontal. Voilà, donc c'est niveau gréseux. Un espace ici silteux, certainement. Et puis la reprise des grès à ce niveau. Et on va voir rapidement qu'est-ce qu'on peut trouver comme élément qui peut nous aider à comprendre où est-ce qu'on est exactement. Regardez toujours, les grès commencent par des niveaux plus ou moins décolorés. Et puis litage plan horizontal, toujours un petit peu vraiment horizontal avec un granuloclassement très moyen ou même fin. Et voici la base d'une couche. Une couche sous laquelle on va trouver ceci. Regardez, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. Je vais tourner avec l'image pour voir exactement ceci. Voilà. On ne peut pas casser la roche pour voir mieux, mais je pense que les choses sont visibles. Bon, là, il y a une trace, une autre, une autre, une autre, peut-être d'autres. Mais là, ces traces sont bien sûr sorties en relief. Et ils sont à la base d'un banc.
ils sont bien à la base d'un banc. Ok? Donc ça veut dire qu'ils sont en contre-empreinte. Ils sont en contre-empreinte. Voici une autre. Moi je pense que le banc là, il vient d'être cassé. Et on voit d'autres. On voit d'autres figures ici. Regardez là. Là, là. Et... Mais celles-là, les premières sont bien visibles. Les premières sont bien visibles quand même. Ils sont en relief, je continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement c'est un remplissage de pâtes, qui ont fait des dépressions. Parce que lorsque l'on va taper sur un milieu qui est silteux, regardez le milieu silteux, là, on va laisser notre trace en empreinte, mais bien sûr en dépression. Mais là, ce sont bien des choses en contre-empreinte, c'est-à-dire en relief. Donc ici, c'est le moulage, si on peut dire. C'est le moulage de traces, normalement, qui existait à ce niveau. C'est-à-dire, si l'on détache un petit peu ce bloc-là, on va trouver que ces traces vont correspondre à des dépressions, des sortes de dépressions, et non pas de choses en relief. J'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire. C'est des traces en contre-empreinte. De quoi? Ce sont des pattes. Certainement pour nous, c'est des pattes d'oiseaux. Nous sommes dans le Sénonien. Nous sommes bien dans le Sénonien. Regardez, pas seulement ça, il y a toujours des bioturbations verticales ici, en tubes verticaux. Je ne sais pas si c'est visible sur l'appareil. Je vais agrandir, regardez. Ce sont des tubes verticaux. Donc c'est bien une bioturbation scolithos que l'on connaît dans les milieux littoraux. Donc il y a plusieurs choses qui témoignent de ce milieu qui est très peu profond, sur lequel les oiseaux peuvent venir se nourrir. Il y a aussi, juste à côté, des traces. Regardez, ça, je pense que là, on est en train de voir des sortes de herringbone, ou des structures en os de poisson. Parce que vous avez doublement, vous avez un courant qui va dans ce sens et puis un courant qui va dans l'autre sens. Donc ça c'est en général dans les zones de marée. Et on voit une sédimentation ici très, je ne sais pas si vous pouvez le voir ou non, très fine mais secouée par un courant très faible. C'est pas un courant très fort. Voilà, des grès décolorés. Donc là, on voit des grès un petit peu à couleur blanchâtre carrément, qui vont commencer à apparaître dans la série. Nous montons carrément dans le Sénonien. Voici donc ces grès décolorés ou blanchâtres. Regardez, ils sont fins quand même à l'étage horizontal. Voilà, on se rapproche de ce niveau. Il s'établit sur des marnes verdâtres, enfin des siltes verdâtres carrément. Et puis, regardez, c'est bien des siltes verdâtres à ce niveau, jaunâtres même. Et puis apparaissent des niveaux de... Regardez, c'est bien silicifié.
Ça, c'est un calcaire dolomitique silicifié. Un calcaire dolomitique silicifié. Ça, c'est du silex, l'intérieur. Et là, c'est, on dirait un calcaire intertidal. Ah, ils ont un petit niveau comme ça, mais toujours, il y a du silex qui apparaît en lentille, en nodule. Et on se demande quand même comment ça va s'installer ce niveau. Dans un bassin qui était gréseux, puis silteux, puis à grès décoloré. Et moi j'ai vu quelque part ici où est-ce que j'ai vu, il y a quand même des niveaux stromatolithiques. Moi je pense que on peut les voir ici. Voilà. Mais qui sont silicifiés quand même. Parce que ce que l'on voit ici, ce sont bien des niveaux de silex. Même très fin, c'est du silex. De la silice amorphe. Bon, la formation gypseuse, bien sûr, elle commence dans le Talweg, carrément, dans l'Oued. Donc franchement, elle va commencer dans l'Oued et on peut surmonter toute cette série jusqu'à la route qui passe ici entre Touama et Sderhel. Et on peut voir un petit peu ces formations ou ces niveaux de gypse, carrément, avec différents types de gypse. Et là, ce qui est intéressant, surtout, c'est que on a des gypses massifs, mais qui peuvent montrer des structures contournées comme ça. Regardez, on peut les voir de très près. Voilà, des contournements, des déformations un petit peu en anticlinaux, synclinaux, petite structure anticlinale, synclinale, parfois un petit peu de ce type ici. Regardez la déformation à l'intérieur des lits gypseux. Voilà, lorsque l'on peut voir ça aussi. Voilà, c'est des contournements spectaculaires. Il y a beaucoup mieux, mais j'ai pas pu arriver à l'endroit où j'ai voulu. J'ai vu des structures beaucoup plus spectaculaires et beaucoup plus grandioses, mais déjà ça, c'est vraiment très beau. Bon, c'est ce qu'on appelle, dans la littérature, vous trouvez le nom de structures entérolithiques. Voilà, c'est des structures entérolithiques, des entérolithes. Des entérolithes. Bah, les explications des entérolithes divergent un petit peu. Elles divergent un petit peu, regardez. Ça, je peux bien sûr donner une échelle.
Donc les structures entérolytiques ont des explications variables. Je dirais que c'est l'hydratation de l'anhydrite. C'est l'hydratation de l'anhydrite qui va conduire à ce qu'on ait une augmentation du volume. Cette augmentation du volume nécessite donc un espace beaucoup plus large et donc on a une déformation des lits. Donc les lits vont un petit peu se manifester par ces types de déformations entérolytiques, de plis carrément, et de contournement un petit peu visible, soit à petite échelle, à grande échelle, soit à petite échelle. Parce que là, c'est quand même à petite échelle. On peut trouver ça, bien sûr. Regardez, à petite échelle, on peut trouver des déformations jusqu'à l'ordre du millimètre. Donc ça, c'est une structure, pour les uns, c'est lié essentiellement à l'hydratation de l'anhydrite. C'est-à-dire que le premier jour, c'est l'anhydrite qui va se déposer. Et puis, avec le temps et diagénétiquement, l'anhydrite va s'hydrater, va additionner, va coller ou va fixer 2 molécules d'eau pour chaque molécule de SO4. Donc, CaSO4, on a le gypse, l'anhydrite, et CaSO4 2H2O, c'est le gypse. Donc on a cette fixation de molécules de H2O qui va nécessiter de l'espace et donc induire cette déformation latéralement qui se manifeste par ces anticlinaux, synclinaux, ces contournements de litage. Voilà. Donc ça se voit bien sûr à plusieurs niveaux ici dans ce niveau gypseux. Bien sûr, lorsque l'on va parler de faciès de gypse, on a un faciès qui est massif. Ah, c'est ça. Regardez, ça c'est le faciès massif, carrément. Regardez, on a un faciès vraiment massif de gypse. Et là, quelques-uns, moi j'ai vu des maisons carrément qui sont construites avec ces gypses massifs. Ici dans Douar Eferdbaun, j'ai vu des murs carrément montés par ce gypse massif. Bon, il y a le gypse saccharoïde. Regardez, le gypse saccharoïde, ça ressemble à du sucre, carrément. Donc, bien sûr, le gypse c'est dureté 2 sur l'échelle Mohs. Et c'est le début de l'échelle, quoi. Voilà, donc ça c'est le gypse saccharoïde. On a un autre gypse. Il y a des gypses noduleux que l'on peut trouver se former lorsque il y a moins. Regardez, lorsqu'il y a moins. Voilà, c'est des nodules de gypse. Donc ça c'est des nodules de gypse. On parle de gypse noduleux. Remarquez qu'il peut être de faciès saccharoïde. Regardez. Donc là, c'est plutôt la forme. C'est plutôt la forme parce que là, c'est pas continu. Ça cristallise, mais sous forme de nodules. Regardez, on peut détacher les nodules carrément. Donc là, c'est des nodules de gypse que l'on peut détacher carrément depuis la couche. Il y a l'autre gypse, bien sûr, c'est celui qui est mobilisé
dans les fractures. C'est ce qu'on appelle le gypse fibreux ou de remplissage. Et c'est le gypse qui va remplir toutes les fracturations. Regardez, ici, vous avez des fracturations. On va voir mieux que ça. Et on va voir comment il prend place. Donc là, c'est de la fracturation, bien sûr, qui est remplie par le gypse fibreux. Voici à ce niveau ce qu'on appelle les gypses de remplissage ou le gypse fibreux. Il va remplir des fracturations. Donc ces fracturations ici sont apparues à plusieurs niveaux, bien sûr. Il y a bien sûr il y a toujours un problème pour les terrains gypseux, c'est qu'ils ne sont pas du tout très solides. Donc il y a une certaine mobilité constante de ces terrains et donc il y a de la fracturation, il y a des fontes de tension. Donc ces fontes de tension qui naissent à l'intérieur de la série et entre les niveaux, parce qu'il y a toujours cette instabilité due à la rhéologie et au comportement des formations gypseuses, elles ne sont pas solides, elles sont mobiles relativement. Donc vous avez du gypse qui est mobilisé, c'est-à-dire le gypse des formations, des niveaux qui se sont sédimentés carrément, il va être remobilisé dans les fentes de tension. Et donc ces fentes de tension qui sont apparues à plusieurs niveaux et à plusieurs étapes de l'évolution d'un bassin, surtout de l'histoire d'un bassin, donc on va les retrouver un petit peu, remplir des fractures. Et remarquez ici que vous avez des fractures de plusieurs réseaux de fracturation. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est des niveaux qui sont apparus ou des phases au cours de l'histoire de ce bassin, bien sûr. Donc vous avez des fracturations qui sont verticales. Regardons, on va se concentrer sur celle qui est verticale pour ne pas trop dire. Voici comment se présente cette fracturation verticale. Regardez, c'est du gypse de remplissage. C'est un gypse qui est fibreux. Là, je vais faire mon marteau. Là, c'est le marteau. Bon, on va remplir tout le plan, quoi. Et là, c'est la fracturation. Regardez, c'est la fracturation qui est remplie. Elle est verticale. Elle est remplie par un gypse qui est fibreux. On voit les fibres carrément, ce niveau. Donc, dans ce sens. Ok. Bon, je suis tout prêt ici pour ne pas trop dire. Donc j'ai dit que l'anhydrite, c'est SO4, c'est un SO4. Ça c'est l'anhydrite. Ça c'est l'anhydrite qui sera, elle va se déposer si vous voulez horizontalement au départ. Donc ça c'est après une évaporation dans un évaporation. Donc on a une évaporation bien sûr dans un bassin évaporitique et vous avez cristallisation des cristaux d'anhydrite qui vont se déposer. Mais après diagénétiquement, pour expliquer ces formes entérolytiques, bon, on a une hydratation, c'est-à-dire que on a une fixation de 2 molécules d'eau. Donc c'est une hydratation. Et pendant la diagénèse, c'est pendant la diagénèse, on a une hydratation. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner CaSO4 2H2O. Et ça, c'est le gypse.
Ça, c'est le gypse. Et parfois, je dis bien, cette forme va donner ce qu'on appelle des entérolithes. Donc vous avez des structures contournées et un petit peu qui sont les entérolithes. Entérolithes. Bon, je sais pas, c'est avec un TH à la fin. Entérolithes. Donc là, c'est des entérolithes. Voilà un petit peu une façon d'expliquer les entérolithes dans des gypses de ce type. Bon, le gypse, quand on a, bon, bien sûr, lorsque vous avez un certain cisaillement quelque part, vous avez certainement des fentes de tension qui vont prendre place. Lorsqu'on a un cisaillement, donc on a des fentes de tension. Donc ce sont des fentes de tension que vous connaissez certainement. Et ces fentes de tension vont donner des réseaux de fracturation. Mais lorsque l'on va se trouver dans un niveau comme ça, gypseux, bah, les molécules de CaSO4 sont très mobiles et ils vont remplir ces fentes de tension. Donc on va imaginer que l'on a une fente de tension ici et qu'est-ce qui va se produire? Bon, on a une fente, on a une cristallisation, c'est-à-dire que les molécules vont être mobilisées dans cette fracturation, mais ils vont s'installer d'une façon très symétrique par rapport au centre. C'est-à-dire que leur croissance va se faire dans ce sens, en allant de la périphérie, ça c'est la périphérie, vers le centre. Et donc on a au fur et à mesure la croissance de ces fibres qui vont croître dans ce sens et de ce côté-là dans le sens contraire. Et tout ça va se rencontrer, la croissance ou les niveaux de cristallisation, le niveau de croissance, vont se rencontrer vers le centre. Et vers le centre, qu'est-ce qu'on a? On a en général des impuretés. On a en général des impuretés qui peuvent se rassembler au fur et à mesure dans ces niveaux-là. Et ça va faire une ligne médiane, carrément. Donc on aura une ligne médiane, carrément, d'impureté. Donc une surface ou une ligne, c'est ce qu'on appelle une ligne d'impureté. Donc une ligne d'impureté centrale entre les réseaux de cristallisation qui sont centripètes. On dit qu'on a une cristallisation centripète. Donc cristallisation centripète ou syntaxiale. Syntaxiale, centripète, bon ça va, ça dépend, les gens appellent ça. Une cristallisation centripète, c'est beaucoup plus facile à retenir, c'est-à-dire ça va vers le centre. Ok? Et ça, c'est du gypse fibreux. C'est du gypse fibreux. Et bien sûr, il est secondaire. Ça, c'est sûr. Ok? Donc ça, c'est un petit peu une explication très facile ici pour ne pas trop dire. Voilà. On peut voir ça. Regardez. Ça, c'est vraiment un exemple de
cristallisation centripète. Regardez la ligne centrale. Je ne sais pas si c'est visible ou non. Bon, j'ai le soleil dans les yeux. Donc ça, c'est vraiment la ligne centrale et on la voit de l'autre côté. Donc vous avez bien sûr la ligne centrale et une cristallisation centripète. Ça va des périphéries vers le centre. Et vous avez la ligne d'impureté. Bon, ce sont des argiles, des siltes qui sont un petit peu, bien sûr, bloqués à ce niveau du centre. Voilà. Bon, ici sur la route, en allant vers le Maastrichtien ici, en remontant la série du Sénonien, on trouve ici, regardez, ça c'est des marnes avec beaucoup de gastéropodes. Ça c'est des petits gastéropodes. Regardez. Ça, c'est bien la forme des gastéropodes. Tout à fait. Et c'est des marnes avec plein de gastéropodes. Rien que des gastéropodes. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Une hécatombe quand même. Un cimetière de plusieurs générations de gastéropodes. Petits gastéropodes. Et que des gastéropodes. On ne voit pas grand chose. On ne voit pas d'autres espèces, au moins macroscopiquement. Vous voyez? Ça, c'est extraordinaire. La vie est extraordinaire. Donc là, c'est si on peut voir les détails, mais ce sera difficile. Voilà. Quelques-uns quand même qui apparaissent là. Voilà. Celui du centre. Il y a d'autres ici. Vous voyez? Il y en a un autre là. Ou deux. On voit très bien là. La rotation de la loge autour d'un axe et le columelle bien sûr central. Donc là c'est comment s'organise ce niveau. Vous le voyez en place ici, c'est ça. Et ça va bien sûr. Nous sommes ici dans un talweg où c'est la route. Donc ça va tourner à droite bien sûr. Ça ne va pas directement vers là-haut. Donc là c'est une incursion marine, si on peut dire, parce que quand même ça c'est soit lagunaire à ouvert, soit une incursion d'eau marine, bien sûr, qui va diluer les eaux de la lagune pour donner des conditions de vie, bien sûr. Bon, ici, le Maastrichtien va s'installer sur un faciès verdâtre. Bon, certainement un petit peu type marin, silteux, enfin, c'est marneux et au marneau-silteux. Et voici comment il va commencer par des calcaires que je pourrais essayer après, bien sûr, mais on va essayer de voir un petit peu les caractéristiques de ce calcaire. Il est quand même calcaire gréseux, même un petit peu microconglomératique ici parfois. Bon, si j'essaie de voir un petit peu les détails.
avec des oncolites. Bon, quand même des oncolites, je pense, ici, à ce niveau. Donc là, c'est des oncolites. Là encore, il y a des débris d'organismes que je peux voir. Bon, là, il y a des brèches de dissolution. Mais là, c'est vrai que... C'est quoi ça? Gastropode. C'est pas évident. Voici à quoi ça ressemble, ce niveau. Bien sûr, là. Et ça dégage. Lorsque je me retrouve déjà. Voici à quoi ça ressemble. Il est un petit peu... Voilà. Il est plutôt... Voilà. Il est plus friable que l'autre. Voilà. Il est beaucoup plus friable que les autres. Et bon, lorsque je le casse comme ça, il dégage une odeur d'azote, de nitrate, quoi, d'azote, quoi. Bon, c'est une odeur désagréable, bien sûr. C'est certainement ici un niveau phosphaté. Donc ça, c'est un niveau quand même. Voilà, phosphaté. Voilà, ça se sent quand même, franchement. Oui. Ça, c'est un niveau quand même phosphaté. Et on se sent de l'odeur désagréable quand même, azotée, de ce niveau. Bon, après, regardez, c'est à peu près un niveau de 20 cm qui paraît, regardez, il paraît être, ben je fais la mise au point. Là, c'est ce niveau jaunâtre. C'est surtout ce niveau jaunâtre qui... Voilà. Bon, sur une surface ici fraîche que je viens de casser, bon, je vais pulvériser un petit peu d'acide. Vous voyez que c'est vraiment calcaire tout ça. Ok. Donc j'ai, bien sûr, sur une cassure fraîche, j'ai pulvérisé un petit peu d'acide. Bon, c'est un acide un tout petit peu concentré. C'est pas vraiment concentré, mais moins dilué que d'habitude. Mais c'est quand même calcaire. Voilà, on peut refaire ça. Voilà. Vous voyez, ça bouillonne carrément. Bon, c'est acide, c'est calcaire. Ok. Bon, juste après ce niveau, le maastrichtien, je suis ici bien sûr sur le maastrichtien, il devient beaucoup plus silicifié. Donc on voit apparaître des nodules de silex, des galettes et des boudins
de silex qui apparaissent à ce niveau. Donc c'est un calcaire qui devient silicifié après ce niveau. Donc juste après ce niveau, donc je vais revenir à voilà, ce qui est normal. Et on voit très bien le marteau comme échelle. Le premier niveau calcaire avec des niveaux gastéropodes et puis qui va devenir carrément silicifié. Et on voit très bien les nodules, les boudins, bon, les galettes, les lentilles sont des sortes de lentilles de silex. Donc ça devient très silicifié. Et c'est comme ça, c'est un calcaire plutôt à petit banc. Voilà ce qui est, comment va apparaître le maastrichtien à ce niveau. C'est pratiquement des niveaux de silex. Bon. C'est-à-dire que tout le calcaire carrément déposé au départ va se transformer en silex. Vous voyez, donc le silex, il devient assez... Le silex est bien... Aussi, ces niveaux de silex, c'est bien du silex. Et regardez, il laisse vraiment très dur quand même. Le silex est toujours très dur. Vous voyez, ça gratte parfaitement le métal ici, l'acier du marteau. Voilà, ici c'est la fin donc de notre excursion. Voici ici la recomposition de tout le bassin sénonien depuis les premiers faciès gréseux, les calcaires à silex, les gypses et enfin le maastrichtien qui est relativement phosphaté. Euh, voilà, donc là, je vais vous dire, voilà, pour terminer, voilà le sénonien de Jebel Sor. Tout ce que vous avez, c'est quand même 200 mètres ou même plus de sédiments de l'Éocène et une vue d'en haut de ce bassin que l'on vient de couper carrément depuis le sud vers le nord, du sud vers le nord, voilà. On va faire atterrir notre petit drone et je vous dirai merci et à une autre occasion, Inch'Allah.